C'est pareil pour la volaille. Nous voici donc avec des facteurs d'émission dont vous avez compris qu'un certain nombre d'entre eux sont très très près des flux élémentaires et un certain nombre d'autres facteurs d'émission sont déjà le résultat de calculs un peu sophistiqués. Maintenant qu'on est capable de calculer des flux unitaires d'émission, à ce moment se pose la question de savoir comment on les regroupe pour les donner à des gens comme vous pour que vous en fassiez quelque chose. Donc, comme dans toute comptabilité, on va avoir des postes de regroupement. Par exemple, dans une comptabilité, vous avez un poste de regroupement qui s'appelle salaire, dans lequel vous mettez tout ce que vous avez payé aux gens qui travaillent dans l'entreprise. D'accord ? Et donc, vous mettez ça dans un seul tiroir de la commode, vous ne les mettez pas ailleurs, et vous mettez tous les salaires dans le tiroir de la commode. Okay ? Eh bien, en ce qui concerne les inventaires d'émissions pour les entreprises, c'est pareil, vous avez un certain nombre de postes de regroupement. Donc maintenant, ça fait l'objet d'une norme ISO, donc c'est un truc qui est normalisé dans le monde. Un premier poste de regroupement pour votre entreprise concerne les émissions directes. Donc ici, par exemple, ça serait les émissions de la chaudière. Vous avez les émissions directes des sources fixes et les émissions directes des sources mobiles. Après, vous avez un deuxième... Pardon, et dans les émissions directes, excusez-moi, j'ai un autre truc que j'ai oublié, c'est les émissions à la fois énergétiques et de procédés. Ensuite, vous avez un deuxième poste que vous allez regarder, qui sont les émissions indirectes dues à l'utilisation de l'énergie. Donc, c'est essentiellement les émissions des centrales électriques pour l'électricité que vous achetez. Ensuite, un troisième poste va concerner les déplacements des personnes, dans lequel vous avez deux sous-ensembles en général, qui sont les déplacements pour venir au travail et les déplacements dans le cadre du travail. Un quatrième poste concerne le fret des marchandises. Un cinquième, pardon, et la fabrication de ceux qui rentrent, ça c'est un sixième. Vous avez un poste qui concerne la gestion des déchets qui sortent, un autre poste qui concerne les transports à l'aval et l'utilisation des produits, et enfin, voilà, et l'utilisation des produits. Vous avez également un dernier poste qui correspond à la fin de vie des produits que vous vendez. Par exemple, si vous vendez des journaux, eh bien, la fin de vie des produits vendus, ça peut correspondre à quelque chose de significatif. Parce qu'à l'époque où les journaux partaient en décharge et méthanisaient en décharge, parce qu'ils fermentaient, eh bien, le premier poste du bilan carbone d'un fabricant de journal, ça pouvait être la méthanisation des journaux jetés et qui méthanisaient en décharge. Rebelote à l'amont, évidemment, ce qui rentre dans votre entreprise, c'est le résultat du calcul que vous avez fait à l'étage au-dessus. Alors, ces postes de regroupement, pourquoi est-ce qu'ils ont été conçus comme ça? C'est tout simplement parce que dans une entreprise, vous avez pour chacun de ces processus quelqu'un qui le pilote, ou qui au moins l'observe. Vous avez dans chaque entreprise quelqu'un qui s'occupe des approvisionnements en énergie. Vous avez toujours quelqu'un qui s'occupe de la logistique, c'est pas nécessairement le même qui s'occupe de la logistique pour ce qui rentre et celle pour qui sort. Vous avez toujours quelqu'un qui conçoit des produits et donc qui va piloter la façon dont on s'en sert. Vous avez quelqu'un qui s'occupe des achats et vous avez des concepteurs de produits qui réfléchissent à ce qu'on va mettre dedans. Vous avez des gens qui s'occupent des voyages professionnels. Vous avez des gens qui s'occupent des implantations et donc des déplacements domicile-travail. Donc chacun de ces processus, vous êtes capable de trouver quelqu'un dans l'entreprise à qui vous allez pouvoir demander de vous occuper de s'occuper de faire différemment si vous avez décidé, vous le patron, que ça va se passer de façon différente. Il y a plein de manières de faire différemment, évidemment. On va faire un tout petit peu de brainstorming ensemble sur la question. Dans le cadre d'une collectivité, c'est pareil, il y a des postes de regroupement, donc je vais passer rapidement. L'idée, c'est toujours pareil, c'est d'être capable d'avoir quelqu'un qui va pouvoir dire quelque chose sur la façon dont ça se passe et éventuellement essayer d'influer sur la façon dont ça se passe. Alors je vous ai dit tout à l'heure que la première comptabilité qui avait été mise en place au niveau des États, c'était la comptabilité des émissions directes. Maintenant, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est la comptabilité empreinte carbone, c'est-à-dire que c'est les émissions qui sont la contrepartie de tout ce que vous allez utiliser. Donc, on prend tout ce que vous allez utiliser, tout ce dont vous allez bénéficier de manière marchande ou non marchande. Par exemple, en ce moment, vous êtes en train de bénéficier d'un service de manière non marchande. L'État paye généreusement les enseignants-chercheurs de l'école des mines pour que vous puissiez venir en cours gratuitement.
D'accord? Donc je vous rappelle que c'est le contribuable qui paye votre scolarité. Si, c'est essentiellement le contribuable. Vous avez des frais, mais tout petit dans l'ensemble des frais. Donc c'est le contribuable qui paye votre scolarité. Pardon? La moitié, c'est les recherches des mines, les chercheurs des mines. La moitié, c'est-à-dire? La moitié, c'est vrai. La moitié de votre scolarité. C'est le contribuable qui paye la moitié. Ah, c'est les entreprises qui payent des contrats de recherche aux chercheurs. Sauf que les contrats de recherche aux chercheurs payent essentiellement les chercheurs. ça paye pas vos frais de scolarité à vous. Donc c'est essentiellement voilà. Donc ici vous êtes typiquement dans un contexte dans lequel, dans une vision empreinte carbone, c'est pas parce que vous payez pas que je ne vais pas compter les émissions qui sont la contrepartie des cours que vous recevez. D'accord? Donc dans cette vision empreinte carbone, on regarde les émissions qui sont la contrepartie de la fabrication et de la mise à disposition de tout ce dont vous bénéficiez. Alors en France, de quoi est-ce qu'on bénéficie? On bénéficie tous ou presque d'un logement. Ce logement, on continue à en construire. Chaque année, on construit quelques centaines de milliers de logements. Ce qui veut dire que rapporté aux Français, si j'étale les émissions de construction de tous les logements en France sur tous les Français, eh bien, chaque Français émet chaque année quelques centaines de kilos de CO2 au titre de la construction de logements. Hein? Alors, quelques centaines de kilos de CO2, pour ne rien vous cacher, c'est les émissions qui correspondent à 1 à 2 mètres carrés de construction béton. Donc vous faites 1 à 2 mètres carrés dans un immeuble d'appartement en construction béton standard, c'est 400 kg de CO2 qui ont été émis. Hein, c'est les cimenteries, les aciéries, etc. Après, nous vivons presque tous, sauf les SDF, dans un endroit qui bénéficie d'un confort énergétique, à la fois pour le chauffage et pour les autres usages. Donc ici, vous avez les émissions qui sont la contrepartie du chauffage des logements, et très marginalement de la climatisation. Là, vous avez les autres usages, qui sont essentiellement des usages électriques, donc c'est la machine à laver, l'aspirateur, le frigo, l'ascenseur pour ceux qui en ont un, l'éclairage, etc. En France, comme l'électricité est très décarbonée, ça c'est beaucoup plus petit que le chauffage, dont je rappelle qu'en France, il est beaucoup plus fait avec du gaz et du fioul qu'avec de l'électricité. Hein. Vous avez 4 fois plus d'énergie consommée en gaz et en fioul en France qu'en électricité pour le chauffage. Hein. Mais si j'étais en Pologne, eh bien ce morceau-là deviendrait aussi haut que la barre de chauffage, peut-être même un peu plus haut. Ensuite, nous mangeons. Et la mise à disposition des aliments que nous consommons occasionne quasiment un quart de l'empreinte carbone d'un Français. Et là-dedans, vous voyez que la partie viande, et si je rajoute les laitages, ça fait encore un bon morceau au-dessus. Donc le cheptel bovin représente plus de la moitié de l'empreinte carbone alimentaire d'un Français. Ensuite, nous achetons. Donc nous achetons des vêtements, des lunettes, des chaussures, des canapés, des tables, des stylos, des cahiers, des agendas. Enfin non, ça je ne l'ai pas acheté. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ici? Ma ceinture, enfin, etc. Bien évidemment de l'électronique, qui aujourd'hui est un poste significatif que vous voyez là. Bref, tout ce que vous trouvez dans un supermarché, et les jouets pour Noël et la balayette à toilette, tout ça, il a fallu le fabriquer. Et donc, la contrepartie de nos achats, c'est également quasiment un quart de l'empreinte carbone d'un Français. Là-dedans, plus de la moitié, c'est des importations. Donc plus de la moitié, c'est des émissions qui n'ont pas lieu sur le sol français et qui ont eu lieu dans tous les pays où ont été fabriqués les produits que nous achetons. Ensuite, nous nous déplaçons. Alors nous nous déplaçons en voiture, ça fait ce morceau-là, et autrement qu'en voiture, et l'essentiel ici, c'est de l'avion. Ici, il s'agit uniquement des déplacements personnels. Les déplacements professionnels, ils sont inclus dans l'empreinte carbone des produits qu'on achète. Dit autrement, quand j'ai un chercheur qui se déplace en avion, eh bien, les émissions du déplacement en avion du chercheur, je vais les retrouver dans l'empreinte carbone des services publics dont vous bénéficiez. D'accord? C'est comme ça que le calcul est fait. C'est pas complètement neutre, soit dit en passant. Il y a l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne qui vient de publier un petit calcul montrant qu'un professeur, donc celui qui est tout en haut de l'échelle académique à l'EPFL, c'est 6 tonnes de CO2 par an pour ses déplacements en avion, déplacements professionnels. Hein. Donc 6 tonnes, c'est 60% de l'empreinte carbone d'un Français qui est à 10 tonnes, comme vous pouvez lire sur ce transparent. Juste pour ses déplacements professionnels en avion. Hein.
Déjà, un postdoc, c'est 1 tonne par an, pas complètement négligeable. Professeur, c'est 6. Voilà, donc aller causer dans les colloques en avion est une activité qui, dans un monde à 2 degrés, pas complètement sûr que ça soit maintenu. En tout cas, pas au niveau actuel. Et enfin, nous bénéficions tous de services. Alors ici, vous avez les services publics. Les services publics qui émettent... Oui, j'ai vu la question. Les services publics qui émettent le plus, c'est la santé. Parce que faire fonctionner l'hôpital, c'est un gros poste d'émission. L'hôpital, il faut le fabriquer, ça c'est pas gros. Il faut le doter en instruments et en médicaments. Je vous rappelle que les spécialités pharmaceutiques les plus chères qui sont fabriquées par les labos pharmaceutiques vont à l'hôpital. C'est les anticancéreux, les anti... je sais pas quoi, enfin tous les trucs qui vous coûtent extrêmement cher. Et puis il faut fabriquer le plateau technique. Donc le plateau technique, c'est les scanners, les IRM, les appareils à rayons, tout ce qui permet de faire les analyses biologiques, etc. Et puis il faut chauffer, et puis il faut que les infirmières, les médecins, les patients viennent, et les pompiers, etc. Et en fait, quand vous regardez l'empreinte carbone du dispositif de l'hôpital, c'est quelques pourcents de l'empreinte carbone du pays, 4-5. Vous bénéficiez également d'un système scolaire, il faut chauffer les bâtiments. Vous bénéficiez également d'une armée, c'est ça le 3e gros poste des services publics. L'armée américaine, à elle toute seule, je crois que je vous l'avais déjà dit, consomme le tiers du pétrole de la France. Donc, petit poste de consommation. Il y a à la Navy, je l'ai rencontré, donc je sais qu'il existe, un général 2 étoiles, dont le job plein temps, c'est d'enquiquiner les fournisseurs de bateaux et d'avions pour qu'ils fassent les trucs les plus économes possibles. D'accord ? Tellement c'est important la consommation d'énergie. Donc en France, on a une plus petite armée. Et donc évidemment, le poste est proportionnellement moins élevé. Et ici, vous avez les services privés. Donc les opérateurs de téléphone, les banques, le coiffeur, le cinéma, etc. Oui ? Aujourd'hui, il est très très faible. Aujourd'hui, il est très très faible pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en nombre de kilowattheures, c'est beaucoup plus faible. Et la deuxième raison, c'est que là, pour le coup, ça n'est que de l'électricité. Alors que, je répète, le chauffage et eau chaude sanitaire en France, vous avez à peu près 100 TWh d'électricité, mais vous avez 400 TWh de pétrole et de gaz. Donc l'essentiel de la barre chauffage, c'est pas électricité, c'est gaz et pétrole. Oui ? Je vous présente l'empreinte carbone d'un Français, absolument, et pas d'un habitant du Zimbabwe ou de Mongolie intérieure. C'est valable pour la France. La question m'a été posée sur, est-ce que sur ce graphique? Donc, sur ce graphique, la climatisation est marginale. Si vous allez à Singapour, ai-je entendu dire, alors je ne sais pas si c'est 70%, mais à mon avis c'est un gros paquet quand même, 70% de l'électricité est utilisée pour la clim. Et c'est de l'électricité au pétrole. Voilà. Donc, je précise, c'est la France, évidemment. Alors maintenant, on va faire un peu joujou. Voilà, alors je suis désolé, j'ai toujours pas changé le graphique, donc là pour le coup c'est du carbone, parce que ça date de mes jeunes années. Ici, vous avez l'empreinte, enfin exactement le bilan carbone d'un distributeur d'eau. Donc en l'occurrence c'était une agence de Veolia située dans le nord de la France. Alors les 3 postes que vous avez ici qui sont un peu significatifs, c'est l'eau qui circule dans un réseau, c'est de la mise sous pression pour que ça circule, donc il faut de l'électricité, et la production de cette électricité engendre des émissions de gaz à effet de serre, même en France, parce qu'il faut beaucoup de pompes pour faire fonctionner tout ce machin. Le deuxième poste, ça les a beaucoup surpris, c'est le renouvellement permanent du réseau, c'est-à-dire les fournisseurs qui fabriquent des compteurs, des regards, des tuyaux, etc. Voilà, ça c'était le deuxième poste. Et le troisième poste, significatif, c'était le génie civil pour remplacer les tuyaux. Parce que quand vous remplacez un tuyau, en général, vous faites un trou. Le trou est fait par un tractopelle, donc qui consomme du diesel. Donc c'est un poste qui est pas complètement négligeable. Et vous voyez que les déplacements de personnel, c'est pas complètement négligeable, mais ça vient loin derrière, et que l'acheminement des marchandises vient encore plus loin derrière. Donc ces gens-là n'ont pas vraiment un problème de voiture et pas vraiment un problème de camion. Ils ont un problème de tractopelle, de pompe et d'industrie
qui les fournit. Vous êtes à la tête de cette entité, et moi, le grand patron de Veolia, je vous dis, j'ai bien entendu Jean Covici, on va diviser les émissions de Veolia par 3. Donc, chers messieurs, chères madames, vous avez très exactement 20 ans pour me gagner 60% dans les émissions de ce bastringue. Qu'est-ce que vous faites? Allez-y, la boîte à idées est ouverte. Alors vous remplacez moins souvent les tuyaux, mais à ce moment, vous avez des fuites et ils n'aiment pas ça. Mais évidemment, vous avez raison. Il y a quand même un sujet qui est, est-ce qu'on est obligé de remplacer les tuyaux à la même fréquence? Je vous signale qu'en France, il y a eu pour partie, alors pas tellement à ce niveau-là, mais vous avez eu une grande mode du remplacement des tuyaux en plomb par du PVC, qui n'était pas vraiment indispensable pour des raisons sanitaires, mais qui a occasionné plein de travaux. Donc oui, il y a un sujet quand même qui est de se poser cette question-là, oui. Oui. On attend que l'électricité se décarbone et avec un peu de chance, ça fera faire... Oui, mais ça, c'est pas votre action à vous. Donc en attendant que l'électricité se décarbone, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on fait en sorte que les pompes aient un meilleur rendement? Ouais, alors il y a quelque chose qui s'en approche. Et, pardon. On peut faire des tuyaux en bois, effectivement. Oui, c'est un sujet possible, absolument. C'est-à-dire qu'on peut demander aux fournisseurs de tuyaux de faire des tuyaux dans les matériaux les moins émissifs possibles. On peut lui demander notamment de faire des tuyaux en plastique recyclé. Parce que vous avez la possibilité éventuellement d'utiliser du plastique recyclé pour ça. On peut, et alors il y a un lien entre les deux, c'est qu'on peut diminuer le taux de fuite. Parce que si le taux de fuite est élevé, du coup vous utilisez de l'électricité pour mettre de l'eau en pression et tout ce que ça fait c'est d'alimenter les fuites. Hein? Donc effectivement ça c'est proche de l'efficacité des pompes. Oui. Je construis des tuyaux en surface plutôt qu'en sous-sol. Alors ça c'est quelque chose qui se rapproche de je baisse les émissions du génie civil. Et alors baisser les émissions du génie civil, un truc qui peut se faire c'est de grouper les travaux. Vous avez par exemple des tranchées dans lesquelles on ouvre plusieurs fois, un coup pour remplacer le tuyau, puis un coup pour remplacer le réseau électrique, puis un coup pour faire passer la fibre optique, puis un coup pour je sais pas quoi. Effectivement, on peut se contenter d'ouvrir une seule fois. Hein? Alors voilà, je ne vais pas vous faire chercher pendant 2 heures, c'est juste pour vous montrer que quand on commence à rentrer dans le dur, c'est-à-dire dans un cas pratique, eh bien, les grandes idées sympathiques qu'on avait sur, bah oui, on divise par 3, donc il n'y a qu'à faucon, quoi, divisons par 3, eh bien, quand on a le bilan carbone d'une entité sous le nez, c'est là que la vraie vie commence. C'est là que la vraie vie commence, parce que c'est là qu'on comprend où sont les arbitrages qu'on peut et ne pas faire, et quelles sont les contreparties à chaque fois qu'on en fait un. Parce que si ça se trouve, les nouveaux matériaux coûtent plus cher. Si ça se trouve, faire bosser des ouvriers plutôt que des tractopelles, ça va vous coûter plus cher, etc. etc. D'accord? Donc, ce sont les arbitrages. Alors maintenant, voici votre fournisseur préféré, c'est-à-dire un opérateur de télécom. Alors ici, à nouveau, vous avez le panorama des émissions, et alors vous voyez que ce n'est pas du tout au même endroit que ça se passe. Le premier poste d'un opérateur de télécom situé en France, le premier poste, c'est les investissements récurrents qu'il fait dans son réseau. Et il a besoin d'en faire des investissements récurrents dans son réseau parce qu'il faut savoir qu'actuellement, le flux de données augmente de quelques dizaines de pourcents par an. 80% du flux de données sur le réseau d'Orange, pour ne pas le nommer, c'est de la vidéo. Donc l'essentiel de votre empreinte carbone numérique, c'est du trafic vidéo. Donc votre plus grosse contribution à la pollution numérique, c'est si vous êtes abonné à Netflix ou si vous envoyez des vidéos à tire-larigot de ceci et cela. D'accord ? Netflix, YouTube, tout ça, c'est... voilà. Donc si vous regardez une vidéo, regardez-la avec la plus basse définition possible. C'est quelque chose qui très souvent ne gêne pas considérablement le confort et ça fait beaucoup moins de données. Donc il faut qu'il maintienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire de maintenir son réseau à niveau? Ça veut dire qu'il doit passer commande en permanence à des gens qui font des câbles, des gens qui font des routeurs, des gens qui font, etc., des supports d'antennes, des antennes, etc. Tout ça est très matériel. Après, il a un deuxième poste qui est que votre opérateur préféré n'arrête pas de vous expliquer qu'au bout de 2 ans, vous allez pouvoir changer de smartphone à no cost, etc. Donc il faut fabriquer des smartphones. Hein.
Et donc, les smartphones en question, ça rentre aussi dans son bilan carbone, puisque un opérateur télécom sans téléphone, chez les abonnés, ça marche moyen, quoi. Hein. Donc, vous allez avoir besoin de fabriquer et de renouveler les terminaux. Ce que vous voyez, c'est que la consommation électrique de vos téléphones est un non-sujet absolu. Donc, en gros, en France, c'est quand vous achetez le téléphone que carboniquement, vous avez perdu. Une fois que vous avez acheté le téléphone, le fait que vous en serviez ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance, enfin, à durée de vie donnée. Hein. Et le fait qu'il consomme de l'électricité ou pas, ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Et vous avez également l'électricité du réseau qui compte un peu. Alors voilà, vous êtes embauché chez Orange. Qu'est-ce que vous faites? Très bonne réponse. Vous essayez de convaincre votre patron de ne pas passer à la 5G. C'est probablement, et de très loin, le premier des déterminants que vous avez pour éviter que ça monte et que ça commence à baisser. Après. Mutualiser les travaux, là, c'est marginal. C'est la fabrication des composants du réseau qui... Oui? Exactement. C'est-à-dire que au lieu de proposer des contrats dans lesquels on renouvelle le matériel en permanence, vous essayez de proposer des contrats dans lesquels on ne renouvelle pas le matériel en permanence. Et éventuellement, si on renouvelle quelque chose, on essaye de le faire avec des appareils modulaires. C'est-à-dire que vous commencez à avoir des trucs dans lesquels vous pouvez retirer un morceau et le remplacer. Moi, par exemple, là, dans mon smartphone, j'ai demandé, je pose toujours des questions abominables aux gens qui me regardent avec des yeux ronds. Donc le seul truc, je leur ai dit, je veux un machin pas cher et où on puisse remplacer la batterie. Donc j'ai un machin pas cher où on peut remplacer la batterie. Et comme la batterie est un des premiers trucs qui lâche en général sur les téléphones, tous les téléphones où on ne peut pas remplacer la batterie, ben dès que la batterie lâche, il faut changer le téléphone. Or, Orange ne gagne pas sa vie en faisant le chiffre d'affaires d'Apple. Il gagne sa vie en vous faisant... voilà. Donc s'il vous propose un téléphone dans lequel vous avez besoin de renouveler moins souvent, à la limite, eux, ça peut presque les arranger, parce qu'ils peuvent vous faire bénéficier de l'économie d'achat de téléphone, en proposant un truc un peu moins cher, que vous partagez entre le client et eux. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La fabrication de la batterie par rapport à la fabrication du téléphone, c'est négligeable. L'essentiel, alors la moitié des émissions de fabrication du téléphone, c'est l'écran. Et ensuite, il y a encore un bon paquet, c'est l'électronique. La batterie, c'est pas dominant dans le total. Attendez, il y avait une question là-bas, enfin une suggestion. Hein? Pas facile, hein? Hein? C'est pas facile. Il n'y a qu'à Faucon. Pas facile. Il n'y avait pas une autre main qui s'était levée, je ne sais plus où. Non, là, on ne va pas donner la parole toujours au même. Oui, d'une manière générale, effectivement. Alors, c'est quoi l'inconvénient d'avoir des téléphones qui soient récupérables, recyclables, réutilisables? Pardon? Non, pas du tout. Il y a un inconvénient. Si? Oui? Non? Non, non. Alors, le chiffre d'affaires de ceux qui produisent, mais vous êtes Orange, vous vous en foutez. Donc, moi, je suis Orange, le chiffre d'affaires d'Apple, ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous complètement du chiffre d'affaires d'Apple. Oui? J'ai pas entendu. Ouais, alors je ne pensais pas exactement à ça, mais oui. Non. En fait, l'inconvénient principal, si vous avez des objets qui durent plus longtemps, c'est que l'innovation technique pénètre moins vite. C'est juste ça. Donc en gros, ça suppose que vous teniez un discours sur la nouveauté qui devient totalement différent, et donc ça vous disrupte totalement votre discours marketing. Donc en gros, toute l'équipe com et marketing est à changer, enfin ou plus exactement, tout leur discours est à changer. Voilà, alors maintenant c'est une société qui fait du bâtiment et des travaux publics. Leur premier poste, c'est la fabrication de l'acier et du ciment. Alors là, c'est hors utilisation des bâtiments derrière hein, et des infrastructures. Ici, vous avez la consommation des engins de chantier. Les postes d'enrobés, c'est pour fabriquer ce qui va sur les routes, là.
Et vous voyez la logistique. Alors c'est toujours pareil, qu'est-ce que vous faites? Oui. C'est une option. Vous pouvez effectivement augmenter la construction bois. Où est la limite? Exactement. Donc vous avez un calcul du pouce que vous faites sur la productivité des forêts françaises et vous regardez jusqu'où vous pouvez monter en volume d'approvisionnement et donc combien de logements ça vous permet de faire. Et alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça ne permet pas de faire 300 000 logements par an. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir faire éternellement 300 000 logements par an. Mais ça veut juste dire que remplacer tous les logements qu'on fait aujourd'hui en acier, béton, par des logements en bois, 1 pour 1 à 300 000 logements par an, malheureusement, ça ne passe pas. Mais vous avez la bonne réponse sur la manière de comprendre où est la limite. Oui? On fait des structures plus légères? Oui, absolument. On peut mettre moins de ciment par mètre cube de béton. J'ai demandé à une entreprise de construction aujourd'hui que vous fassiez le béton pour le premier étage ou pour le quatrième, on met la même quantité de ciment par mètre cube de béton. Or, vraisemblablement que les efforts de structure ne sont pas les mêmes au rez-de-chaussée qu'au quatrième. Donc on peut probablement moduler ça de façon un peu astucieuse. Oui? Il y a une suggestion là-bas? Alors vous achetez votre acier aux Islandais, sauf que l'acier primaire étant fait en réduisant du minerai de fer avec du coke, ça, même si c'est les Islandais qui s'en chargent, ça émet toujours autant. Mais vous avez effectivement une partie de la réponse, c'est que vous pouvez recycler plus l'acier, et donc quand vous déconstruisez un bâtiment, vous récupérez les ferrailles, que vous etc. Donc ça, effectivement, on peut faire ce genre de choses. Autre suggestion? Oui, absolument, sauf que vous allez avoir ça va vous coûter beaucoup plus cher, mais effectivement, c'est une option. La dernière option, et en fait que sont en train de faire une partie des entreprises du secteur, c'est que vous basculez de la construction vers l'usage. C'est-à-dire que plutôt que de construire des bâtiments et des autoroutes, eh bien, vous vous emparez, entre guillemets, des bâtiments et des autoroutes existantes, et vous gérez l'usage, qui est évidemment moins émissif que la construction dans un certain nombre de cas de figure. Pas dans tous, hein. En ce qui concerne les autoroutes, il faut quand même faire avancer les voitures dessus. Voilà, maintenant une banque. Alors une banque, c'est hors engagement, c'est-à-dire hors émission des clients. Là, vous avez les émissions de fonctionnement des bâtiments. Ici, vous avez les déplacements. Et ici, vous avez les achats de services. Et enfin, là, vous avez la fabrication de l'IT. Alors toujours pareil, qu'est-ce qu'on fait? Chaque année en ce moment en France, pour gagner 1 euro de produit net bancaire, donc 1 euro de chiffre d'affaires en gros, une banque doit faire circuler 30% de données en plus. Tous les ans. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le chauffage, on fait comme pour le logement, on interdit le chauffage au fioul et au gaz. Alors vous pouvez changer la chaudière, absolument, et isoler. J'ai envie de dire, ça c'est la partie la plus simple. Oui? Oui, tout ça, c'est le confort thermique des bâtiments. Ok, on peut faire des choses. Pire que si vous aviez des agences. Parce que le numérique, par euro de valeur ajoutée, c'est bien pire que d'avoir des gens dans des agences. Et par ailleurs, vous faites quoi des gens qui étaient dans les agences? Alors, cette question va se poser souvent. C'est-à-dire que si la seule solution, c'est de contracter l'activité, qu'est-ce qu'on fait des gens qui y travaillent? Et c'est du reste une des raisons pour lesquelles il y a plein de gens qui n'ont pas envie de s'attaquer à ce problème. Pardon, alors il y avait là... Oui? Oui, absolument. Dans le favoriser le télétravail à temps partiel peut avoir un avantage à 2 conditions. La première, c'est que ce soit essentiellement du télétravail à domicile, parce qu'à ce moment, vous n'avez pas besoin de construire de surface supplémentaire. Le domicile l'hiver reste un peu chauffé, même s'il est moins chauffé dans la journée que le soir, et donc vous avez une valorisation du chauffage que vous faites de toute façon. La deuxième condition, c'est que vous n'en profitiez pas quand vous êtes chez vous pour prendre la voiture pour aller changer d'air, alors que vous l'auriez prise pour aller au travail. Et comme on est des animaux et qu'on aime bien sortir de la grotte, il y a beaucoup de gens qui font ça. La troisième condition, c'est que l'espace que vous n'occupez plus au bureau soit affecté à quelqu'un d'autre, dit autrement qu'il n'y ait que des bureaux non affectés là où vous travaillez, et qu'il y en ait moins que l'effectif total. Sinon, si votre bureau est vide, mais chauffé quand même, vous n'avez rien gagné. Voilà. Donc, sous certaines conditions, c'est quelque chose qui peut marcher. Oui, il y avait une suggestion là-bas, je ne sais plus. Non? Bon. Oui.
Oui, alors à l'époque alors aujourd'hui ça n'a malheureusement plus de sens, mais à l'époque où l'énergie était rare et chère, effectivement, les grandes activités productives avaient tendance à loger les gens qui leur étaient nécessaires juste à côté. C'est comme ça qu'on a fait les corons miniers, que vous avez les cités ouvrières d'un certain nombre d'usines, etc. Oui, oui, c'était une façon en gros, de baisser la quantité d'énergie utilisée par les gens. Bon, allez, dernière suggestion, allez-y. On ne peut pas réduire le nombre de bureaux individuels pour empêcher les chauffages. Alors, réduire le nombre de bureaux individuels dans un immeuble, ça ne change pas grand-chose par rapport à avoir un open space si chacun a sa place qui est non affectée, enfin qui est non utilisée s'il n'est pas là. En fait, ce qui compte, c'est les mètres carrés de surface au sol que vous allez utiliser ou pas. Hein, voilà. Bon, ça c'était juste pour rire, pour dire que même l'Alliance française ou son équivalent possède aussi un inventaire d'émissions. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, je vais avancer un peu parce que l'heure tourne. Je vais aller... non, je ne vais même pas vous dire ça parce que je vais aller directement à ça. Quand on se donne un objectif de réduction des émissions, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui est important pour l'atmosphère, c'est les objectifs en valeur absolue. Ce que demande, entre guillemets, le système climatique pour limiter le réchauffement à l'avenir, c'est la limitation des émissions globales de l'humanité. D'accord ? Ce n'est pas la limitation des émissions par personne ou par voiture, c'est la limitation globale. Ce qui veut dire que quand vous êtes une entreprise, la bonne question qui se pose, c'est est-ce que je vais chercher à limiter mes émissions par cafetière vendue ou est-ce que je vais chercher à limiter les émissions de l'ensemble de l'entreprise? Et alors je peux vous dire qu'aujourd'hui, la réponse qui est faite par à peu près toutes les entreprises que je connais jusqu'à récemment, maintenant ça commence un peu à changer, mais jusqu'à récemment c'était je limite les émissions par cafetière vendue. Ah oui, mais comment évolue le nombre de cafetières que vous allez vendre? Ah bah ça, j'espère que ça augmente. Et quand vous faites les intérêts composés, évidemment, vous tombez sur quelque chose qui n'est pas du tout dans les ordres de grandeur qui sont nécessaires pour arriver à sa contribution, sa part à l'effort dans un monde qui doit se décarboner globalement. Vous voyez qu'en ce qui concerne l'économie dans son ensemble, depuis qu'on tient les statistiques qui sont là, les émissions par objet fabriqué ou par service rendu n'arrêtent pas de baisser, alors que les émissions globales n'arrêtent pas d'augmenter. Donc si on veut faire baisser les émissions globales, ça veut dire que l'objectif est sur les émissions globales. Donc si vous êtes une entreprise sérieuse et que vous dites « je veux sérieusement contribuer à la décarbonation », vous n'allez pas prendre un objectif relatif tout en disant « mon chiffre d'affaires va continuer à croître et mes résultats aussi parce que c'est ce que mes actionnaires demandent ». Vous allez prendre un objectif de réduction globale et, exactement comme ça a été dit tout à l'heure sur la 5G, quelque part, si c'est vraiment ça votre objectif, c'est quoi qu'il en coûte. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de cas de figure dans lesquels les entreprises ne le feront jamais spontanément parce que ça conduit à contracter leur activité. Et donc là, je viens de vous dire quelque chose d'absolument évident, qui est que si ce n'est pas la puissance publique qui se charge de mettre l'objectif et de dire « vous allez le respecter quoi qu'il en coûte », il y a beaucoup d'entreprises qui ne le feront pas. Alors vous allez me dire « ah, mais à ce moment, un certain nombre d'entreprises vont péricliter ». Et je vais vous dire « oui, absolument, c'est tout à fait exact, donc choisissez les bonnes ». Mais il y a d'autres objectifs collectifs pour lesquels c'est déjà le cas. Et il y en a deux en particulier, enfin, il y en a un plus exactement, qui est que si une entreprise aujourd'hui n'est pas capable de payer ses charges et ses impôts, donc par exemple sa TVA ou ses charges sociales, l'entreprise fait faillite. Donc aujourd'hui, on considère qu'au nom de la solidarité qu'on doit avec le reste du pays, soit fiscale, soit sociale, c'est-à-dire que mon entreprise paye des charges pour qu'on assure gratuitement des soins à des gens malades ou la retraite à des gens qui ne travaillent plus, d'accord, ou la contribution au cours à l'école des mines, ça c'est la TVA, eh bien, à travers ces contributions, mon entreprise contribue à la solidarité nationale. Je trouve ça très bien, hein, je ne discute absolument pas. Et si on ne devient plus capable dans mon entreprise de payer ces charges-là, on passe à la barre du tribunal de commerce et on dépose le bilan. Donc il y a déjà un cas de figure dans lequel on considère que ce n'est pas anormal qu'une entreprise aille au tapis parce qu'elle n'est pas raccord avec des objectifs nationaux. Et donc c'est absolument évident
que si on donne des objectifs en valeur absolue aux entreprises sur leurs émissions, il y en a qui iront au tapis. Voilà, c'est absolument évident. Mais choisis ton camp, camarade. Donc, ou bien on considère que les canicules à 50 degrés dans 30 ans, on n'en veut pas, et à ce moment, on fait ce qu'on doit faire, ou bien on considère que les entreprises doivent pouvoir entreprendre aujourd'hui sans qu'on les emmerde, et à ce moment, on finira par avoir les canicules à 50 degrés. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Bon, ça, je passe parce que j'ai plus le temps. Alors, tout ce que je vous ai raconté pendant ces cours, dans une entreprise, comment est-ce que ça peut se présenter maintenant si je fais un tableau un peu large? Comme vous avez pu le comprendre, les chaînes de valeur des entreprises dépendent de l'approvisionnement énergétique, puisque l'énergie, c'est la transformation, et la transformation, c'est tout le système économique. Mais cette énergie est essentiellement fossile, et de temps en temps, elle a un petit chaos sur le volume dont on peut disposer. Alors quand il y a un petit chaos ou un gros chaos sur le volume dont on peut disposer, la première chose qui se passe à court terme, c'est que vous allez avoir un choc de prix, et ça va se répercuter dans les achats d'une entreprise. Donc un premier truc qui va se passer quand vous avez un choc pétrolier, c'est que vous avez un peu d'inflation qui arrive dans les charges d'une entreprise. Mais il y a un deuxième effet qui peut être beaucoup plus important dans certaines entreprises, c'est que à peu près tout ce qui s'achète sur un marché est asservi au prix du pétrole. Dit autrement, quand vous regardez le prix des céréales dans le monde, le prix de la poudre de lait dans le monde, le prix du nickel dans le monde, le prix de l'or dans le monde, le prix de n'importe quoi qui s'achète, eh bien ces prix-là, pour des raisons d'allocation d'actifs sur les marchés financiers, sont asservis au prix du pétrole. On l'a constaté une année en travaillant chez Danone, parce qu'il y avait une forte hausse du prix du lait alors qu'il y avait une forte hausse du prix du pétrole, et c'était pas du tout un effet inflationniste, c'était pas du tout parce que les tracteurs coûtaient plus cher pour avancer, rien à voir avec ça. Donc vous avez un deuxième effet qui se coule qui vous arrive à ce moment-là, c'est que tout ce qu'achète l'entreprise augmente également dès lors qu'il s'agit de matières premières, et donc ça c'est un deuxième impact sur les charges. Mais surtout la contraction de l'approvisionnement énergétique en volume va vous engendrer une rétrécion, ça c'est ce que je vous ai montré au premier cours, et ça va vous impacter vos ventes. Donc si vous avez une tension sur l'énergie, vous avez déjà le problème qui arrive de deux côtés à la fois sur les charges et sur le chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez les effets du changement climatique qui sont déjà à l'œuvre. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a un certain nombre de chantiers qui vont devoir fermer parce qu'il fait trop chaud pour laisser les ouvriers dehors, et c'est normal. Et à ce moment, vous avez un impact sur l'activité. Donc les marchands d'eau glacée et de glace se frottent les mains. Par contre, il y a tout un tas d'autres gens qui se frottent pas du tout les mains. La SNCF va accumuler les retards parce que dès qu'il y a un train pas climatisé quelque part, il y a un malaise, il va y avoir un voyageur qui va faire un malaise, etc. Donc vous avez tout un tas de gens qui vont voilà. Vous avez dans un autre effet, un truc un peu rigolo, comme les débits d'étiage des fleuves, sont en train de baisser, c'est une personne de chez Vinci qui m'a raconté ça l'autre jour. Vous avez un certain nombre de ponts anciens, vous savez, les ponts en pierre que vous avez au-dessus des fleuves. Les piles de ponts, je ne sais pas si vous vous êtes jamais demandé sur quoi ça reposait. Alors, pas des pieux, mais des platiers, c'est-à-dire des troncs qui sont posés à plat et qui servent d'embase pour qu'on puisse poser dessus une colonne en pierre qui a une embase beaucoup plus petite, qui sinon s'enfoncerait dans le lit de la rivière. Et ces troncs, ils sont sous le niveau d'étiage, c'est-à-dire qu'ils sont immergés en permanence. Au moment où on construit le pont, on fait en sorte qu'il soit recouvert d'eau en permanence pour pas qu'il pourrisse, parce que le bois, quand il est immergé en permanence, il pourrit pas. Et avec le réchauffement climatique, vous avez des rivières dont le débit d'étiage commence à devenir tellement bas que les troncs en question se découvrent périodiquement. Donc ils se mettent à pourrir et le pont, fladabaoum. Voilà, donc vous avez un pont qui s'est déjà cassé la gueule comme ça en France. Bon. Ça, c'est un effet du réchauffement climatique. Si vous êtes l'entreprise située juste à côté et que vous avez votre entrepôt juste derrière le pont, eh bien, vous allez faire un peu la gueule parce que vous allez avoir des problèmes pour livrer vos clients. Voilà. Donc ces effets du changement climatique, ils vont croissant. Si vous avez l'usine Arkema à Houston, vous faites un peu la gueule quand Harvey passe, etc., etc. Donc ce genre de truc, ça augmente, ça n'arrête pas d'augmenter et ça va avoir des effets sur l'entreprise. Après, vous pouvez avoir un certain nombre de parties prenantes de l'entreprise qui demandent qu'on s'y prenne autrement. Donc vous pouvez avoir les clients qui disent « moi je veux qu'on fasse autrement ». Donc par exemple, les clients en Suède disent « je veux moins prendre l'avion » et à ce moment, si vous faites des avions, vous vendez moins.
Vous pouvez avoir la puissance publique qui dit « je voudrais qu'on s'y prenne autrement ». Et à ce moment, vous faites des normes, des taxes, des quotas, etc. Alors je prends un exemple volontairement caricatural mais intéressant. Anne Hidalgo dit « demain matin, il n'y a plus un véhicule à propulsion thermique qui rentre dans Paris ». À ce moment, si vous vendez des véhicules à propulsion thermique aux Franciliens, bah, vous êtes un peu mal. Ensuite, vous pouvez avoir les gens du monde financier qui disent « nous, on va commencer à regarder sérieusement ce qui se passe ». Du reste, ils sont en train de le faire en ce moment. Dites-moi ce que vous faites, et si ce que vous faites a une tête qui ne me plaît pas, je vais arrêter de vous prêter de l'argent. Alors ça, pour le moment, c'est un risque faible, il y a trop d'argent en circulation. Mais enfin, il y a quand même quelque chose de cette nature qui est en train de prendre place. Ensuite, il peut y avoir un sujet RH, c'est-à-dire que vous avez ou pas des gens qui sont formés à comprendre d'où vient le problème et à s'en occuper. Si ces gens-là sont présents dans l'entreprise, quand l'entreprise a un problème, on peut éventuellement faire une attribution correcte des causes. Si ces gens-là ne sont pas dans l'entreprise, au moment où le problème arrive, l'attribution des causes n'est pas faite et donc on ne le traite pas et donc il empire. Et enfin, vous avez dans cette histoire des ONG dont le métier c'est de secouer le cocotier dans tous les sens, quoi qu'il en tombe. Voilà, donc voilà un tout petit résumé de ce que vous avez dans l'entreprise et le carbone et ce que vous allez trouver dans votre vie future. Alors, dans votre vie future, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir ? Un certain nombre d'entre vous se diront, une fois que j'ai entendu tout ça, si j'ai envie de m'occuper un peu du problème, le plus évident, ça sera de m'occuper de l'efficacité énergétique, donc je vais faire des cafetières plus efficaces. Voilà. Donc là-dedans, vous allez vous occuper en gros de ce qui fait plaisir à tout le monde. On va avoir autant de tout, sauf que ça sera mieux fabriqué, mieux pensé, etc. Il y a des gens qui vont également s'occuper du contenu carbone de l'énergie, donc c'est des gens qui vont faire des renouvelables, du nucléaire ou éventuellement de la capture et séquestration. Et puis, on peut aussi avoir des gens qui se disent « Ah, tiens, je vais quand même m'occuper d'aller regarder ce qui se passe dans les indicateurs qu'on utilise, ou quelque chose, à mon avis, beaucoup plus intéressant, comment est-ce qu'on gère au mieux le système si cet indicateur se met à faire la gueule ?» Parce que si cet indicateur, pour des raisons d'approvisionnement amont, se met à faire la gueule de toute façon, la question, c'est quoi la meilleure organisation qu'on ait dans ce contexte. Donc aujourd'hui, vous n'avez pas un économiste en France qui se pose la question de c'est quoi la moins mauvaise manière de s'organiser si le PIB se contracte de manière structurelle. Or, ça aurait beaucoup de valeur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre, il n'y a rien sur le marché qui vous dit si ça doit se contracter de façon structurelle, c'est quoi la meilleure manière de s'organiser, hein. Et il ne faut pas oublier ces gens-là, donc tous les gens qui s'occupent de limiter la croissance démographique sont aussi des gens qui font œuvre utile sur une planète qui reste désespérément limitée à 13 000 km de diamètre. Après, vous avez évidemment tous les gens qui s'occupent de mesurer. Alors ces gens-là ne sont pas dans l'action. Donc mon entreprise, quand elle mesure, elle n'est pas dans l'action. Par contre, elle est dans la préparation de l'action. Parce que si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre 1, 10, 100 et 1000, la probabilité pour que de vous-même vous allouiez les moyens là où ils sont efficaces est à peu près nulle. Hein, et j'ai 1 milliard d'exemples en tête. Voilà, alors après il y a une autre catégorie, malheureusement assez développée, qui consiste à dire le problème est déjà traité. D'accord ? Je m'appelle Volkswagen, je vends toujours autant de voitures à pétrole, je vends quelques chars électriques en Allemagne et en Pologne, et je dis regardez, je m'occupe du problème. J'ai entendu ça pas plus tard qu'hier soir, donc je peux vous en parler. Autre exemple, un chef d'entreprise qui avant vendait des disjoncteurs, maintenant vend surtout des équipements de data center et pour le numérique, sachant que le numérique, son empreinte carbone augmente de 10% par an, il n'y a rien de moins durable sur la planète, et il dit oui, mais on fait de l'efficacité, donc le problème est traité. Non. Voilà, donc ça c'est quelque chose également qui est un vrai débouché pour un certain nombre de gens, qui consiste à dire bon, tout ça va bien, il n'y a aucun problème. Ça, dans les services com, alors vous ça va peu vous concerner, mais ça vous en avez également pléthore dans les services com. D'accord, le service com est payé pour dire que le problème là est sous contrôle. Bon, ça je vous l'ai déjà dit. Et enfin, il reste également des gens qui vont aller travailler pour limiter la déforestation. Donc c'est aussi le planning familial, mais gérer correctement les forêts. Hein, donc gérer correctement les forêts avec des essences qui vont résister au changement climatique, etc. C'est quelque chose qui est utile. Vous avez également les gens qui vont s'occuper des régimes alimentaires. C'est également quelque chose qui est utile. Et enfin, vous avez quelque chose que je ne rajoute pas dans ce graphique, qui est tous les gens qui vont s'occuper des impacts du changement climatique pour essayer de développer ce qu'on appelle l'adaptation, puisque, comme je vous l'expliquais encore, une partie des coûts sont partis et qu'il va bien falloir faire avec.
Voilà, dans tout ça, il va falloir, et je pense que c'est peut-être une des parties les plus utiles de cours, ce que je vais vous dire maintenant, vous aurez toujours, partout et tout le temps, puisque c'est les euros qui restent l'indicateur majeur de ce qu'on utilise dans le monde de l'entreprise ou le monde de la fonction publique, une action ira toujours en face de quelqu'un qui accepte de payer pour. Hein? Donc il y aura toujours besoin, pour déclencher l'action, de convaincre les gens qui ont les mains sur le cordon de la bourse. Toujours. Vous aurez toujours besoin de savoir expliquer ce que vous avez en tête et expliquer simplement quelque chose à des gens qui par ailleurs ne savent pas ce que vous savez, c'est compliqué parce que vous, si vous avez bien écouté, vous savez maintenant considérablement plus de choses que la population française, considérablement plus de choses que l'élu français, considérablement plus de choses que le fonctionnaire français. D'accord ? Et vous aurez toujours le problème d'essayer d'expliquer en peu de temps et peu de mots à des gens qui, au plus, seront bourrés d'idées reçues parce qu'ils auront confondu la vérité avec ce qu'il y a dans le journal, d'où on part, quel est le problème et qu'est-ce qu'il faut faire. Et je vous assure que ça sera souvent une vraie difficulté. Un problème sans la solution n'intéresse absolument personne. Donc à chaque fois que moi je reçois plein de messages de gens qui me disent qu'est-ce que je peux faire, etc. En fait, quand vous allez essayer d'agir, pour ceux d'entre vous qui essaieront d'agir, il faut toujours identifier le problème et essayer de commencer à construire la solution en même temps. Je peux vous dire que dans le monde politique, un problème sans solution, vous n'avez que porte close, ça n'intéresse absolument personne. Je vais vous expliquer le problème. On s'en fout complètement, tant que vous n'avez pas un bout de solution derrière. Et si vous avez une solution qui ne correspond à aucun problème, vous avez beaucoup plus facilement la porte ouverte. Hein, et en général, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Donc, il faut absolument que vous ayez la solution avec le problème. Et en entreprise, c'est pareil. Si vous allez enquiquiner votre patron en disant « on devrait faire un truc », si vous n'avez pas la queue d'une sur la façon de vous attaquer au problème que vous avez identifié, vous aurez beaucoup de mal à vous faire entendre. Il y a quelque chose également qui est important, c'est que quand on s'attaque à un problème nouveau, on doit chasser quelque chose de préexistant, donc on est dans la négociation. Et lutter, s'occuper de ce problème, ça n'est qu'une négociation permanente. Qu'une négociation permanente. Bien évidemment, il faut savoir comprendre ce qui se passe et donc observer. Il faut comprendre les ressorts de la psychologie des gens que vous avez en face de vous. Donc si vous ne savez pas leur faire l'article, vous irez nulle part. Et enfin, dernier point vraiment, n'ayez jamais, jamais peur de poser une question. Jamais. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de conneries qu'on peut faire en entreprise parce que quelqu'un dans une réunion s'est dit « je serais ridicule si je posais la question là sur un truc que je n'ai pas compris » et derrière, ça part dans le décor. Voilà. Donc vraiment, je vous assure, le ridicule ne tue pas. Et en plus, vous êtes des gens intelligents, donc ces questions que vous allez poser, normalement, ne sont pas complètement stupides. N'ayez jamais peur de poser une question. Il ne faut pas être agressif, mais n'ayez jamais peur de poser une question. Voilà. Et donc, moi, je ne vous reverrai plus. Bon examen et bonne suite.